Bienvenue sur Cambium, le podcast de l'agroforesterie. L'agroforesterie, le terme est nouveau, les pratiques sont aussi vieilles que l'agriculture. C'est un système qui est intensif en production de ressources, qui peuvent être alimentaires ou non, et finalement qui permet d'optimiser l'usage de ressources naturelles. L'agroforesterie, c'est remettre en interaction les arbres, les sols, les animaux, et rassembler les acteurs de l'agriculture et de l'environnement. Pour sortir de la dépendance au pétrole, pour accroître la productivité alimentaire, pour contribuer à la régulation climatique, l'agriculture a une arme puissante, c'est l'agroforesterie. Faire de l'arbre un allié de notre agriculture, c'est le principe de l'agroforesterie. Au travers de ce podcast, suivez Étienne lors de ses rencontres avec ceux qui la mettent en pratique au quotidien. Cette émission vous est proposée par l'Association française d'agroforesterie. Bonne écoute! Bonjour Nicolas, bienvenue sur le podcast. Bonjour Étienne. Et pour démarrer, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ta ferme et nous présenter un peu vos activités? Alors nous on est arrivé en 2001, donc il y a plus de 20 ans. On est arrivé dans le Gers, on connaissait pas le Gers, et moi je suis pas au départ de milieu agricole, c'est une reconversion professionnelle. Et voilà, on a cherché à s'installer dans le sud-ouest, et on a trouvé cette ferme, de la ferme en coton, qui fait une quarantaine d'hectares. Et quand on est arrivé sur cette ferme, moi j'avais été formé avant en bovin et ovin, et cette ferme en fait, elle avait un volet céréalier. Et moi je voulais absolument faire des animaux. En fait, je voulais absolument élever des animaux. Je voulais faire les deux. Et comme j'ai réfléchi qui mange les céréales, et qui mange les céréales, et ben il y avait les volailles et les porcs. Et donc on est parti dès 2001 quand on est arrivé sur le montage d'un élevage de volailles, principalement, et puis de porcs en matière d'engraissement et non de reproduction. Donc voilà, donc quand on est arrivé, on a acheté ces 43 hectares, on a tout de suite reconverti en bio, et on a commencé à installer un élevage de volailles. Alors voilà, 22 ans plus tard, c'est une ferme qui est devenue plus collective. On a accueilli en fait sur la ferme une maraîchère, on a accueilli un paysan boulanger, et donc on est plusieurs sur la ferme, même si chacun a son entité propre. Et puis un autre élément important de la ferme, c'est l'activité de ma femme, qui depuis 20 ans fait de l'accueil, et s'est spécialisée en médiation animale. Donc c'est-à-dire qu'elle accueille des gens en situation de handicap, et qu'elle va utiliser notre univers de ferme, nos animaux, pour rentrer en contact avec des gens en difficulté. Voilà un petit peu le portrait rapide de cette ferme, sachant qu'on a également 25 hectares là, depuis quelques temps, depuis une dizaine d'années en Commoda, où on fait des céréales et qui viennent un petit peu étoffer l'autosuffisance de la ferme sur la production pour nourrir les animaux en fait. Et donc en termes d'élevage de volailles, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on se fasse une idée de la taille de l'exploitation, et aussi nous expliquer un peu la commercialisation, enfin comment le système fonctionne à ce niveau-là? L'atelier volaille, c'est le premier atelier de la ferme. Donc en fait, jusqu'en juillet, après je parlerai d'après juillet, mais depuis jusqu'à maintenant, on a produit 160 volailles semaine en vente directe. C'est-à-dire que on vend à la ferme et au marché exclusivement. On a un marché à l'Isjourdain qui est aux portes de Toulouse, et on commercialise donc 160 volailles semaine depuis presque 20 ans. On fabrique nous-mêmes l'alimentation des animaux. On a une fabrication d'aliments à la ferme. On produit une grosse partie, pas tout. Le reste est acheté notamment à des agriculteurs locaux comme le maïs. Et nous avons un atelier d'abattoir et de découpe en CUMA, c'est-à-dire on est une quinzaine de producteurs, hein, on se retrouve toutes les semaines pour abattre et transformer ensemble. Voilà. Donc alors ça nécessite donc en fait la mise en place de 500 poussins toutes les 3 semaines. Voilà, c'est ça le rythme en fait. Donc c'est assez intense, et parallèlement à ces poulets et patates, ça fait à peu près 7500 par an. On a également 1000 volailles de Noël, plus de 1000 volailles de Noël entre les chapons et les poulardes, et puis un troupeau de poules pondeuses, 200 poules pondeuses. Voilà. Donc c'est un atelier assez complet, qui nous occupe toute l'année, puisqu'il n'y a pas de temps mort, vu qu'à Noël il y a également des volailles festives.
Et du coup, parlons un petit peu maintenant de l'arbre sur la ferme, puisqu'on a bien compris vos activités. Moi, j'ai eu le plaisir de faire une formation avec toi il y a quelques années, et c'est vrai que quand on arrive sur cette ferme, c'est assez impressionnant, puisqu'on a des arbres qui ont maintenant un certain âge, et on a vraiment cette impression d'abondance et d'arriver sur un endroit vraiment verdoyant. Donc, explique-nous un petit peu comment ça s'est déroulé à travers les années, et qu'est-ce qui t'a poussé au début à te dire je vais planter des arbres? Alors, en fait, au départ, je ne savais pas si j'allais planter des arbres. Donc, je dis souvent que l'arbre a été une rencontre, en fait, et qui est devenu de plus en plus intime avec les années, en fait. Donc, quand on est arrivé sur cette ferme de 43 hectares, il n'y avait plus un arbre. Quand je dis plus un arbre, c'est vraiment plus un arbre. C'est-à-dire que plus de haies au bord des champs, très très peu d'arbres isolés, un petit peu autour de la maison, une ripisylve parce qu'il y a un petit cours d'eau qui longe la ferme, donc il y avait 800 mètres de ripisylve, mais sorti de ça, il n'y avait plus un arbre sur les 40 hectares. Et donc quand on est arrivé, on a voulu élever de la volaille en bio, et donc la volaille, pour moi, elle avait, et on rentrera un petit peu plus tout à l'heure dans le détail, avait besoin d'arbres. Et donc, moi j'ai rencontré Arbre et Paysage 32 en 2001, en fait, quand on est arrivé, disant voilà, moi, dans ce coin-là, je veux faire une zone de parcours à volaille de 5 hectares, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'arbre? Donc la première chose qu'on a faite en arrivant sur la ferme, c'est de zoner en fait les 5 hectares d'élevage de volailles en l'entourant de haies, plutôt de hauts jets pour protéger des vents dominants. Et donc c'était ça l'idée de départ. Et au milieu de ces 5 hectares, on avait fabriqué un chemin en dur, en cailloux de 250 mètres de long, et on l'a arboré de chaque côté. Ce qui fait on commençait à avoir une petite on va dire une zone qui allait s'arborer, mais en tout cas au niveau de son contour. On ne parle pas encore de l'intérieur. Et puis voilà, donc moi j'ai rencontré Arbre et Paysage, j'ai commencé à m'intéresser, et chaque année, en fait, on avait des difficultés, notamment d'érosion de sol, des difficultés principalement d'érosion de sol, et petit à petit, en fait, moi j'ai eu envie de structurer ces 40 hectares. Quand je dis structurer avec des arbres, donc, par exemple, par rapport à mes voisins. À l'époque, mes voisins étaient en conventionnel, donc moi je voulais aussi faire une espèce de barrière végétale entre ma production bio et mes voisins qui étaient en conventionnel. On longe une nationale sur à peu près 800 mètres. Donc moi j'avais envie de me couper de la nationale petit à petit et de couper le bruit. Voilà, en fait, les haies sont venues, en fait on a planté pendant 20 ans, en fait, entre 300 à 1,5 km par an, sur l'ensemble de la ferme pour la structurer au niveau de ses ateliers de production. Donc on a vu qu'on avait commencé par la volaille, on l'a fait également sur les porcs, et puis pour structurer au niveau des champs. Et moi quand je suis arrivé, il y avait 2 énormes parcelles de 20 hectares, et en fait aujourd'hui ce sont que des parcelles de 3 à 4 hectares. Elles sont toutes entourées de haies. Donc ça va très vite. En 20 ans, on a planté 6 km de haies. Donc c'est assez impressionnant. 6 km, c'est comme si d'aller chez moi à Auch, ça m'impressionne toujours, avec un arbre tous les 90 cm. Mais voilà. Donc c'est vraiment, en fait, on est passé d'un désert, en fait, vraiment, à une structuration des parcelles et des espaces, en essayant, alors ça c'était peut-être un petit peu l'avantage aussi, de partir de rien, c'est qu'on a utilisé l'arbre comme outil, en fait, et on l'a adapté aux productions qu'on allait faire. Planter un arbre pour des cochons, c'est pas la même chose que planter un arbre pour des porcs ou planter un arbre en intraparcellaire. Et aujourd'hui, est-ce que vous continuez à avoir des projets en relation avec l'arbre, ou est-ce que finalement vous êtes arrivé à un maillage qui vous plaît et puis maintenant vous êtes juste en mode gestion? Alors il y a un beau maillage, mais j'ai encore quelques envies, et je vais traiter deux petites minutes le sujet. C'est notamment par rapport à l'intraparcellaire. L'intraparcellaire, nous on a fait un des premiers champs intraparcellaires un peu modernes avec Arbre et Paysage, parce qu'à l'époque, on avait organisé les premières rencontres nationales de la haie, et on a voulu un petit peu provoquer les gens en mettant des arbres au milieu des champs, ce qui se faisait déjà au préalable, mais ce qui se faisait pas trop dans le Gers. Et donc, on a fait de l'intraparcellaire espacé de 24 mètres entre chaque ligne. Et en fait, aujourd'hui, moi, c'est un système pas que je remets en cause, mais je me demande s'il serait pas plus intéressant dans une parcelle, par exemple, de 3 hectares, de faire une double ou triple haie au milieu, plutôt que de faire 3 lignes espacées toutes les 24 mètres. Donc aujourd'hui, si demain je replante, et j'ai l'intention de le faire cette année, c'est notamment sur une parcelle de 3 hectares et demi, dans laquelle j'ai envie de mettre au milieu
une, deux ou trois lignes, je vais réfléchir avec Arbre et Paysage sur ce qu'on peut faire, avec l'envie en fait de créer plus des espaces vraiment arborés au sein de la parcelle au lieu de la disperser en fait. Voilà. Bon, ça c'est une réflexion, moi j'ai rien inventé, je me rends juste compte, je pense que l'impact sera plus important, notamment au niveau de la biodiversité, c'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup, voilà, et aussi au niveau de la croissance des arbres, on sait qu'on a besoin de concurrence entre les arbres et autres, donc je me dis que faire ces espèces de corridors un peu denses serait plus intéressant que des lignes un peu trop dénudées, on va dire. Voilà. Pour un peu conclure un peu le sujet, est-ce qu'il y a aussi un aspect minimiser les bordures et faciliter ton travail en ayant que une partie centrale plutôt que des lignes disséminées, ça fait partie de la réflexion aussi? Alors c'est pas on va dire la première motivation ou des motivations, mais il faut effectivement en tenir compte. On ne doit pas oublier que des arbres, quand on en plante, que ce soit des haies, que ce soit des alignements d'arbres, que ce soit des arbres isolés, il faut s'en occuper quand même. Et effectivement, je me rends compte avec le temps que ça prend du temps, ça prend de l'espace aussi. Et c'est vrai que minimiser aujourd'hui, notamment les travaux mécaniques, c'est intéressant. Et je pense que quand on fait 3 lignes d'arbres assez rapprochés, on se retrouve avec un petit effet bois-forêt, donc on n'est pas forcément... En tout cas, on ne s'occupe que de 2 faces et pas de 6, alors que si on fait 3 lignes espacées, on va s'occuper de 6 faces. Sachant qu'en s'occupant des faces, on fragilise beaucoup de choses. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est aussi une question intéressante. Tu l'as déjà un petit peu évoqué, que pour toi c'était logique d'inclure des arbres pour les volailles, mais peut-être que tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi est-ce que les volailles ont besoin des arbres. Alors, moi, ma première motivation des arbres dans les volailles, c'était de réussir à faire sortir les volailles de la cabane. Moi, je travaille en petit bâtiment de 34 mètres carrés déplaçable. Quand je dis déplaçable, c'est que entre 2 bandes de volailles, donc un groupe qui va être abattu, on appelle ça une bande, entre 2 bandes de volailles, je vais déplacer ma cabane pour leur offrir à la bande suivante un espace vierge en fait de parasitisme. Donc au-delà de ce déplacement de cabane, moi ce que je voulais, c'était permettre aux volailles de sortir de cette cabane pour qu'elles profitent de l'extérieur. Alors qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur? Elles vont profiter du climat, quel qu'il soit, elles vont profiter de l'herbe, et ça c'est très important dans la gestion technique de la volaille, c'est le parcours à herbacée. Et puis ensuite, donc pour les attirer à l'extérieur, il faut savoir que c'est un oiseau, et l'oiseau a peur. Il a peur notamment des rapaces, et de se faire attaquer. Donc c'est pas un animal qui va se poser tranquillement au milieu d'une parcelle dégagée d'arbres. Donc l'intérêt de l'arbre, c'était aussi de créer, en fait, je le dis toujours un peu, des cabanes naturelles devant leur poulailler habituel. Donc voilà, l'objectif en fait de l'arbre, le premier objectif, c'est de créer autour de la cabane un univers sécurisé pour que les volailles sortent de cette cabane et profitent de tout ce qui va être naturel à l'extérieur. Alors, la construction arborée, elle s'est fait, ça a été une découverte aussi. Hein. On a avancé à petits pas parce que c'est pas quelque chose qui se faisait forcément beaucoup à l'époque. Hein. Il faut quand même se remettre en 2002. Je dis pas qu'il s'en faisait pas, mais on n'avait pas forcément trop pas de connaissances, mais comment allions-nous faire puisque nous avions des parcelles totalement vierges. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé par faire le tour de la parcelle, les 5 hectares de parcours. On a fait le tour pour surtout couper des vents et puis, on va dire, marquer la zone. Et puis, après avoir fait ça, moi j'avais mes premières cabanes mobiles et donc je discutais avec les techniciens d'Arbre et Paysage, on dit mais ils sont pas prêts d'aller sous les arbres puisque c'était une haie qui était en bordure des parcours. Donc on s'est dit il va falloir qu'on mette l'arbre à l'intérieur. Donc comment est-ce qu'on va mettre l'arbre à l'intérieur? Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait des bosquets, c'est-à-dire qu'on a planté de façon très dense, c'est-à-dire ils étaient à peu près à 2,50 m les uns des autres, en carré en fait, une 20-25 sujets. Donc ça faisait une espèce de petit bois, on est d'accord, un petit bois qui faisait 20 mètres par 20 mètres à peu près, un truc comme ça, à l'intérieur d'un parcours à volaille. Donc ça, il a fallu que les arbres poussent un peu pour s'en rendre compte, mais ça a été génial, parce que ça, c'est le bosquet qui crée le véritable endroit où l'animal, en plein jour, va se poser et ne pas rester dans la cabane isolée.
Après, on s'est dit, bon, c'est très bien ces bosquets, donc il y a une année qui passe, 2 années, 3 années, et on se dit, on remarque en fait que la volaille a peur quand elle se déplace et qu'elle est à découvert. C'est-à-dire qu'elle a une fois de plus peur notamment des rapaces. Donc, on s'est dit, il va falloir qu'on multiplie la présence d'arbres dans le parcours. Sauf qu'on peut pas en mettre partout, parce que d'abord, c'est pas un bois, et ensuite, si on veut avoir aussi de l'herbe à manger, on peut pas le couvrir d'arbres, parce qu'au bout d'un moment, la lumière ne pénètre plus et on a beaucoup moins d'herbe dessous. Donc il fallait quand même garder des espaces herbeux. Et pour ça, on a fait des lignes d'arbres en fait. On a fait des lignes tracées entre les bosquets et en plein milieu de ces 5 hectares de parcours. Donc aujourd'hui, il y a à peu près une quinzaine de lignes qui croisent cette zone de parcours. Donc en fait, aujourd'hui, un parcours à volaille pour moi, alors, nos parcours, nous, puisqu'on a des cabanes de 3-4 mètres carrés, font 2000 mètres carrés. Donc, c'est des carrés à l'intérieur de ce grand rectangle de 5 hectares que l'on matérialise par un filet électrique pour éviter le renard. Et dans chacun de ces parcours, il faut avoir donc la cabane, en plein milieu, un bosquet un peu dense, le plus près possible de la cabane, pour permettre en fait à ce que rapidement, dès l'ouverture de la cabane à 5 semaines, sachant que j'élève les volailles jusqu'à 16 semaines, qu'à partir de 5 semaines, ils aient dès le départ une zone protégée par ce bosquet. Et petit à petit après, ils vont coloniser l'ensemble du parcours, donc les 2000 mètres carrés qu'il leur reste. Et pour ça, pour éviter que ça soit totalement dénudé, on a mis des lignes qui leur permettent en fait de se balader d'arbre en arbre, en fait, tranquillement, tout en mangeant l'herbe, les insectes et autres petits fruits. On parlera après des essences. Voilà, donc pour moi, un bon parcours à volaille, c'est une cabane déplaçable, ça c'est pour ma technique, ça me paraît important pour éviter le parasitisme, un bosquet, de l'herbe et des lignes. Et est-ce qu'on peut imaginer, ou je ne sais pas si ça se fait, plutôt des arbres isolés avec une lumière plus tamisée, de l'arbre en dessous, ou est-ce que le côté bosquet est vraiment super important pour les volailles? Ah bah, pour moi il est important. Alors il y a un autre élément là que je n'ai pas évoqué et qui est très marquant depuis ces dernières années avec le réchauffement et les canicules qu'on a eues, c'est qu'avec avec la FAF, on a posé des thermomètres sur un parcours en mettant des thermomètres sous les bosquets, près des cabanes, près des haies, et on s'est retrouvé avec en plein jour une différence de 10 degrés. De 10 degrés, c'est phénoménal, hein, entre l'endroit près de la cabane, un petit peu au soleil, et l'intérieur du bosquet. Ce qui veut dire que l'intérêt du bosquet, en fait, c'est qu'il va vraiment créer par sa densité, parce que mine de rien, une vingtaine d'arbres, alors il y en a des augets, il y en a des un petit peu moins, mais globalement, ça fait vraiment une espèce de maison végétale, en fait, dans laquelle l'air circule, dans laquelle la fraîcheur reste, puisque c'est quand même relativement dense. Et donc, moi, je crois beaucoup à cette histoire de bosquet comme un atout majeur, en fait, pour le bien-être des animaux, et particulièrement en été. C'est vrai qu'en hiver, on va moins les voir dedans, d'ailleurs, en hiver, parce que moins attirés par cette couverture végétale, cette température qu'ils vont chercher, ou cette ombre. Est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers sur l'agencement, c'est-à-dire des choses qu'il faut éviter, par exemple de mettre les arbres trop près des cabanes, enfin je sais pas, est-ce qu'il y a des choses, toi, par l'expérience que tu as pu identifier où tu te dis attention, des arbres mais pas n'importe où non plus? Oui, alors moi l'alignement, il y a des fois on se dit bon, c'est un petit peu rectiligne, sauf que quand on commence à bouger des cabanes de 30 mètres carrés, quand on commence à vouloir ramasser du fumier, parce que le fumier reste au sol dans la cabane, on lève la cabane, on l'enlève et on ramasse le fumier. En 2002, j'avais pas de frontale, je le faisais à la main, ça allait. Là maintenant, j'ai une frontale sur un tracteur de 100 chevaux, je viens avec une remorque, donc on a besoin de place. Il faut pas oublier que il faut aussi penser à soi en fait en matière de travail, et donc effectivement lever une cabane, la déplacer et ramasser du fumier demande un petit peu d'espace. Donc c'est pour ça que j'ai cette construction en ligne et que j'ai gardé au milieu en fait à chaque fois des espaces, un espèce de no man's land entre guillemets, c'est-à-dire sans arbres, qui est pas hyper large, mais quand même un petit peu, pour pouvoir manipuler mes cabanes et les tracteurs. Et ensuite, autre élément important, pour pas mettre tout dans le zigzag, c'est que pour moi, la strate herbacée est très importante, il faut s'en occuper, et il faut donc la broyer, parce que les animaux vont s'occuper de certaines herbes, pas de toutes, il y en a qui vont monter très haut. Si vous broyez pas,
vous allez abîmer en fait la qualité de votre parcours. Moi, je ne ressème jamais, si ce n'est juste à l'endroit de la cabane abîmée, mais ça c'est un peu de la maniaquerie. Et sur l'ensemble de la zone, j'ai jamais ressemé cette zone depuis 20 ans, et elle est magnifique en fait, d'autant qu'elle est fertilisée par les volailles évidemment. Mais ça nécessite des interventions de broyage à certaines époques, évidemment, notamment au printemps. Et donc, si vous commencez à mettre tout en zigzag et en vrac, on peut pas entretenir correctement. Ça pousse pas à cet entretien qui, pour moi, est nécessaire et qui doit quand même être relativement pratique. Pour continuer sur la partie conception, en termes de choix des essences, donc bien sûr, il y a le côté essence adaptée, mais je pensais plutôt à la forme des arbres qu'on va amener. Quels ont été les choix et qu'est-ce que tu peux partager avec nous de ton expérience? Alors là, j'ai quelques anecdotes. Alors, moi, je travaille avec Arbres et Paysages 32 depuis le début, tout a été planté avec eux. Donc, c'est eux qui m'amènent, en fait, la connaissance des arbres à planter. Et en l'occurrence, on est sur du champêtre avec haut jet, moyen jet, principalement. Ce que je peux dire, c'est que, à un moment, je me suis pris à tailler. Quand on a fait en 2008 les premiers intra-parcellaires, on s'est plus posé la question de tailler les arbres qu'avant. Avant, on était sur de la haie champêtre, on laissait les arbres faire ce qu'ils voulaient. Quand on a commencé à planter des arbres en intraparcellaire, il fallait commencer à tailler les arbres. Donc, moi, je me suis aussi dit, ah bah tiens, les arbres de mes parcours, il faut aussi que je les taille un peu. Donc, j'ai commencé à tailler mes arbres pour qu'ils montent, pour faire peut-être un peu de bois d'œuvre et tout ça. Puis à un moment, je me suis dit, stop, arrête. Parce qu'en fait, si on regarde bien le comportement des volailles, là où on va les retrouver le plus, en dehors des bosquets, dans les arbres d'alignement, c'est les arbres qui ont un haut-pied relativement bas et large. Donc, pour moi, il faut savoir, comme dans une haie, en fait, faire un peu de tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, j'ai planté récemment, enfin plus tard, des peupliers. Parce qu'on s'est dit, tiens, on va regarder comment se comportent des peupliers en milieu non humide, mais en milieu très fertilisé par la volaille. Et le peuplier, lui, il a une pousse qui est très haute, en fait. Donc, mais ça reste intéressant, parce que il va se développer très vite et apporter quand même une masse d'ombre importante. Mais c'est pas au pied d'un peuplier que un peuplier tout seul, un peu taillé, qu'un poulet va se poser. Il va se poser sous un pommier. Il va se poser sous un pommier dont on a un peu taillé, même sauvage, hein, ou un poirier sauvage, que on va essayer de garder au pied bas pour qu'elle puisse effectivement se mettre. Donc la notion de lieu de repos en fait pour la volaille et de protection est important. Donc il faut évidemment pas tout tailler et il faut savoir faire des choses un petit peu basses. Voilà. Laisser les choses basses. Quitte à laisser aussi des ronciers, notamment quand on commence. Quand on commence à arborer un parcours, il faut un peu de temps avant qu'il soit marquant. On peut laisser aussi pousser un peu des ronciers hautes. Après, le défaut d'un roncier ou de laisser pousser trop de végétation spontanée, on va dire, le danger, c'est que vous ayez plus après un beau parcours d'herbe nécessaire vraiment à la bonne alimentation de la volaille. Donc voilà, c'est toujours un peu des compromis entre il faut savoir équilibrer en fait les espaces entre du très arboré, du moins arboré et de l'herbacée. Est-ce qu'il y a un risque au fur et à mesure qu'on fait un environnement de plus en plus touffu et en fait de plus en plus propice aux poules dehors? Alors là, je vais dire pour les poules pondeuses et pour les poulets de chair, même si les problématiques doivent être un peu différentes, est-ce qu'il y a un risque qu'ils finissent par nicher dehors ou que les poules pondent dehors? Enfin, est-ce que tu as eu ce type de problématique là ou pas? Alors, je l'ai pas encore. Au niveau des pondeuses, non, parce que en fait, elles sont habituées à leur pondoir, et si le pondoir est bien fait, une poule a besoin d'être en super sécurité, donc d'être couverte quasiment de partout sauf l'ouverture. Et donc, si vous avez un pondoir, elles vont toujours aller. Moi, je ramasse aucun œuf dehors, parce qu'elles ont besoin d'être vraiment, puis elles prennent une habitude. D'autant qu'en général, on les ferme un petit peu au départ pour que ça coutume vraiment à cette cabane, au lieu d'aller faire n'importe où. Voilà. Après, je te cacherai pas que effectivement depuis quelque temps, il m'arrive d'aller attraper des volailles le soir pour l'abattoir et d'être embêté parce qu'elles sont quelques-unes dans les arbres. Mais globalement, non, c'est pas un gros souci. On va dire c'est surtout en été. Après en hiver, jamais, parce que en fait les volailles elles ont besoin de chaleur la nuit, donc elles se mettent les unes à côté des autres en fait. Hein. Nos cabanes n'ont pas de perchoir à l'intérieur. Je parle en poulet. Et donc, elles se mettent les unes à côté des autres pour d'abord être sécurisées parce qu'elles sont ensemble et pour avoir chaud. Donc, elles ont tout intérêt elles trouvent beaucoup d'intérêt à être dans la cabane.
j'ai très peu de volailles à l'extérieur la nuit. Toi qui as connu l'élevage de volailles sans arbres et puis qui as planté progressivement, est-ce que tu as pu voir un impact visible sur soit la quantité de production, je sais pas, ça pourrait être le taux de ponte, ou soit sur la qualité, justement grâce au fait que les volailles aillent explorer davantage leur environnement? Alors c'est marrant ta question parce que j'ai pas noté il y a quelques années, mais en tout cas ce que j'observe, moi ce que j'aime bien rappeler en fait souvent, c'est que tous ces arbres qui ont été plantés dans ces volailles relèvent du bon sens. Et faut-il toujours chiffrer le bon sens? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en plantant un décor, comme on a planté, avec ces bosquets, ces arbaliers, ces cabanes déplaçables, cette herbe et tout ça, on favorise le vrai bien-être animal. Moi, quand on me dit que pour le bien-être animal, on met des perchoirs dans un bâtiment pour des poulets, moi, ça me fait rire. Moi, je veux pas mettre des perchoirs dans un... Je parle pas des pondeuses, hein, dans les poulets, parce que moi, ce que je veux, c'est que les volailles sortent dehors. Donc, moi, je leur crée un décor à l'extérieur propice à leur nature. D'accord? Donc, est-ce que je peux te répondre? Est-ce que je peux dire que les volailles mangent moins d'aliments du fait qu'ils ont des parcours et une strate herbacée intéressante? Je ne l'ai pas mesuré, mais j'en suis convaincu. Il suffit à l'abattoir d'ouvrir un gésier et de voir ce que je retrouve dedans. C'est-à-dire que, ça c'est un très bon exemple. Un gésier, une volaille avant d'aller à l'abattoir, on la met à jeun, la veille. Donc on ne retrouve plus dans le gésier aucune trace de céréales. Par contre, comme on les laisse dehors, elles ont mangé de l'herbe et c'est gavé d'herbe. Donc ça prouve bien que l'animal, il en a besoin alors ce que je peux quand même témoigner, au-delà du poids, que je ne sais pas trop si dire combien est-ce qu'ils mangeraient plus de céréales s'ils n'avaient pas tout ça, mais j'en suis convaincu, c'est qu'en fait, au niveau technique, je n'ai aucune maladie depuis 22 ans. Donc, et je produis quand même quasiment 10 000 volailles par an, ce n'est pas rien, réparti 7 sur 5 hectares. Et je veux dire, c'est quand même intéressant de voir qu'on n'est pas touché par les maladies, et que d'autre part, au niveau parasitisme, et là c'est quand même très intéressant, puisque moi je suis à l'abattoir toutes les semaines, au niveau parasitisme, on n'a pas de parasites à l'abattoir, dans les intestins et autres. Donc ça prouve bien que le fait de bouger la cabane entre deux bandes et de redonner un lieu sain, et que dans chacun de ces lieux sains, l'animal va trouver un certain nombre de choses naturelles qui vont certainement les vermifuger et autres, leur apporter un équilibre, c'en est la preuve. Voilà. Donc je n'ai pas de preuve, on va dire, cartésienne, mais en tout cas, il y a des faits très nets, c'est que mes volailles se portent très bien. J'ai pas de mortalité. La seule mortalité que j'ai sur la ferme, c'est la buse, parce qu'elle continue à attaquer évidemment, parce que mes animaux sont quand même beaucoup dehors. Mais en dehors de ça, il est clair qu'il y a une santé incroyable sur cet espace de volaille, et que je pense, en tout cas au vu de ma clientèle, j'ai des jolies volailles qui ont des jolies couleurs, la couleur étant beaucoup apportée par tout ce qui est l'herbe, la carotène de l'herbe et tout ça. Donc ça me prouve bien que les animaux vont chercher tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. On a parlé pas mal du raisonnement derrière les arbres du point de vue de la volaille, mais je me demandais, est-ce que toi aussi, d'un point de vue biodiversité, ou est-ce que tu as vu une amélioration, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pour toi de planter des arbres, à part ce côté bien-être des volailles? Il est évident qu'au niveau de la ferme, bon là on quitte un peu le parcours à volaille. Tu parles de l'ensemble sur l'ensemble de la ferme, en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on a créé un véritable maillage. C'est très très impressionnant en fait, puisque partout en fait, on peut manger une haie sur cette ferme. Donc il y a tous ces corridors qui se sont créés et qui permettent en fait le flux d'un certain nombre d'animaux, donc évidemment de biodiversité, de petite faune, et c'est très impressionnant. On est gavé de plein d'animaux qu'on n'entendait pas avant. Moi, je suis pas du tout un grand spécialiste des oiseaux. J'ai des gens qui sont venus ici et qui connaissent un petit peu et qui sont toujours bluffés par le nombre de sons différents qu'ils entendent. Nous, là, cette nuit, encore ce matin, il y avait des chouettes partout. C'était encore un chant pas possible ce matin. On a plein d'hirondelles, on a plein de chauves-souris, voilà, il se passe vraiment quelque chose sur la ferme. On sent vraiment que quand on arrive sur cette ferme, qu'on remonte cette allée qui est un alignement de chêne, au milieu d'une haie, il se passe quelque chose dans cette ferme par la présence de l'arbre, en fait. Une espèce il y a une structuration de l'espace, en fait, il y a un appui visuel. Ça se passe un peu dans tous les sens.
C'est-à-dire que on le voit, on le sent, hein, notamment à certaines saisons, c'est extraordinaire. Il y a des couleurs pas possibles, le regard se pose, il y a une espèce de bien-être général vraiment apporté par cette structuration. Il n'y a pas d'éléments vides, il n'y a pas de trucs. Et puis voilà, vous avancez, ah tiens, il y a un troupeau de moutons quelque part, ah puis on avance un peu. Là, il y a des porcs qui sont aussi à l'abri des arbres. Il y a un âne, il y a des gens, il y a des volailles. Il y a cette espèce de cohérence en fait globale. Et pour moi, cette cohérence globale qui nous est souvent reconnue quand les gens arrivent sur la ferme, elles sont dues beaucoup à la présence de l'arbre. En fait. Je voulais continuer la conversation en parlant un peu de la valorisation de l'arbre. Alors bien sûr, on a compris qu'il y a une valorisation indirecte, à travers les services qui rend aux volailles en termes de bioclimatique. Mais au-delà de ça, au niveau de la conception, est-ce que tu avais des objectifs de production, soit on va dire de fruits pour la volaille, pour que ça enrichisse leur parc, soit une production, tu as parlé un peu de bois d'œuvre tout à l'heure. Comment est-ce que tu as imaginé la production que tu pouvais tirer de l'arbre? Alors au niveau de la valorisation de l'arbre, je l'ai pas réfléchi au départ. En fait. C'était vraiment pas c'était pas un objectif, c'était pas l'objectif premier de départ. J'ai pas pris la plantation d'arbres sous la notion de valorisation, même si je sais bien qu'un arbre à terme est valorisable. Pour moi, c'est avant tout une aide au quotidien dans ma conduite végétale et animale. Parce que accueil des biodiversités, parce que fertilisation, parce que filtration des sols, parce que lutte contre l'érosion, parce que lutte contre le bruit, amener de l'ombre, baisser la température. C'est certain, moi je le vois, c'est impressionnant quand on est dans la zone de volaille, il fait moins chaud que dans d'autres espaces de la ferme, c'est très clair. Donc en fait, sur la valorisation, vraiment, ça a été, et c'en est une, cette valorisation, c'est vraiment pour moi l'accompagnement de ma conduite, et je dis bien et végétale et animale sur la ferme. Alors ensuite, évidemment, déjà je taille depuis 20 ans régulièrement parce que je fais aussi de la taille un peu de formation, parce que j'ai envie d'avoir effectivement des troncs qui ressemblent à quelque chose, même si c'est pas évident, notamment en intraparcellaire, mais ça c'est un autre sujet. Mais je fais du bois de chauffage, je fais tout mon bois de chauffage grâce à la taille d'ailleurs de ces jeunes arbres, parce que mine de rien maintenant ils commencent à avoir un peu d'allure 20 ans après, certains, les premiers en tout cas, et donc on arrive à faire ça, à faire un peu de bois de chauffage. On fait beaucoup de BRF aussi, puisque toute la taille passe en BRF qu'on a beaucoup utilisé en fait pour replanter, notamment sur tout ce qui était aliment d'arbres, en mettant pendant les 3-4 premières années, chaque année, 100 litres de BRF au pied de chaque arbre. Donc on a valorisé en fait, on a utilisé la taille de nos arbres pour replanter d'autres arbres et mettre ça comme protection pour leur pousser. Voilà. Alors ensuite au niveau des fruits, c'est vrai qu'il aurait peut-être, avec du recul, il aurait peut-être été intéressant de mettre plus de fruitiers sur cette ferme. Le seul hic, c'est que, il y en a deux pour moi. Le premier est financier, c'est-à-dire qu'un arbre champêtre aidé comme il l'est aujourd'hui coûte pas très cher aux paysans. Un arbre fruitier, c'est vite un arbre qui est greffé et qui va coûter, sans trop me tromper, entre 15 et 20 euros, alors qu'un arbre champêtre va nous coûter 1 euro ou 1,50 €. Donc il y a déjà une histoire de coût très importante au départ. Et puis ensuite, pour moi, c'est un métier. Je veux dire, diriger un arbre champêtre, ça va encore. Je veux dire, mais commencer à s'occuper d'arbres fruitiers en mettant de la diversité, ça veut dire en essayant de mettre du poirier, du pommier, du cerisier, du prunier, tout ça, ça demande du travail. Ça demande souvent, si on effectivement récolter des fruits, il faut arroser. Même en bio, il faut traiter un certain nombre de fois. Donc c'est vraiment une connaissance et un temps que nous n'avons pas cette connaissance aujourd'hui et on n'a pas investi dans de la main d'œuvre sur ce sujet. Mais ça aurait pu être intéressant, effectivement. Et l'idée d'inclure des arbres qui peuvent un peu contribuer à l'alimentation des volailles, est-ce que ça te paraît être un fantasme parce que finalement vous avez une ration céréale très bien réglée, ou est-ce que tu y vois quand même un intérêt, ne serait-ce que pour rendre leur environnement un peu plus riche et intéressant? C'est super intéressant. Alors c'est drôle, tu dis ça, et puis il y a une semaine on était à l'abattoir, et il y avait une jeune femme qui était jamais venue, qui était avec nous sur la chaîne, et on arrive à la phase des gésiers. Donc un gésier, c'est l'estomac de la volaille, on l'ouvre et à l'intérieur, en général, tu as des petits cailloux et autres, parce que c'est comme les volailles n'ont pas de dents, leurs dents, quelque part, c'est des petits cailloux qui vont ingérer, qui restent dans le gésier. Et les gésiers chez moi étaient gavés de petits noyaux, de prunelles et autres trucs. Elle me dit, dis donc, chez toi, ça mange des fruits. Et voilà. Je
crois que la réponse, elle est là. Évidemment que tous ces fruits, en fait, ils viennent contribuer, en fait, à l'alimentation de la volaille. Et puisqu'on les retrouve dans les gisiers, c'est qui vont les chercher. Et c'est effectivement intéressant parce que c'est des vitamines, c'est des minéraux. Et même si moi, j'ai des rations effectivement bien calculées avec certaines vitamines et minéraux apportés parallèlement, ben, tout ce qui arrive naturellement va évidemment les aider dans leur croissance. Tout à l'heure, tu as parlé de la valorisation un petit peu en termes de BRF, en termes de bois de chauffage, mais au fur et à mesure que ton système devient vraiment productif en biomasse, puisqu'il devient de plus en plus âgé, est-ce que tu peux imaginer aussi de la production de plaquettes, soit pour de la litière, soit pour du chauffage sur ce côté chaudière? Je dis ça parce qu'on a parlé avec plein de fermes et qu'en fait, globalement, on voit que quand il y a une ressource abondante, ça ouvre plein de portes aussi après en termes d'autonomie, que ce soit énergétique ou autonomie en matière carbonée pour les animaux. Alors, il faut quand même reconnaître que ça ne fait que 20 ans que l'on plante, de l'ordre des belles années 1 kilomètre, mais sinon en général 500, 600 mètres, des grands arbres très développés qu'on serait déjà occupés à utiliser, on n'y est pas encore. Faut aussi voir qu'on a planté beaucoup de haies champêtres, 7-6 kilomètres, mais c'est de la haie champêtre. Donc dedans, vous avez du cornouiller, on a aussi des petites, voilà, pas de quoi sortir en fait, beaucoup de branches ou de troncs ou autres. Donc pour moi, je pense que ça demande d'abord du temps, il faut pas l'oublier. Mais bon, quand moi je vois 20 ans après, en plantant régulièrement, nous c'est quand même aujourd'hui phénoménal. Donc il y a des arbres qui font 9 mètres déjà, hein, des chênes, des poiriers francs. Donc il y a des choses qui se passent. Mais de là à aujourd'hui pouvoir déjà parler de ça, moi je suis pas capable aujourd'hui. Ça viendra certainement, peut-être dans 10 ans. Ce sera peut-être pas moi, peut-être d'autres, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'effectivement, il va y avoir une ressource et on va voir comment on va l'utiliser. Voilà. Après, sur le bois d'œuvre, je veux juste revenir un petit peu dessus. On se rend compte quand même que c'est pas évident. Faire du bois d'œuvre, ça nécessite d'abord un très bon accompagnement dès le départ. Je suis pas sûr que nous, au départ, on ait bien commencé parce qu'on était vraiment sur du champêtre. C'est qu'avec quelques années après qu'on a commencé vraiment à tailler les arbres et faire attention. Donc ça demande un travail dès le départ relativement important, enfin en tout cas important, sérieux, je veux dire, de la connaissance. Et puis, faut reconnaître que dans les intraparcellaires, c'est pas hyper évident de faire du bois d'œuvre un peu sérieux. Alors en plus, un autre élément qui est important, c'est que nous on amène de la diversité. Donc on fait pas des peupleraies de 10 hectares. Et donc ça veut dire qu'il y a des arbres qui vont être prêts bien avant d'autres. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des gens qui vous les achètent, qui viennent les chercher, mais peut-être de façon plus isolée. Est-ce qu'on a ce marché-là aujourd'hui? Donc voilà, c'est pas simple. Ce qui est sûr, c'est que dans quelques années, on va se poser la question, et dans quelques années, il y aura potentiellement des choses sur cette ferme. Et on verra, ça sera peut-être de la plaquette, je sais pas encore. Mais en tout cas, j'ai l'impression que jusqu'à aujourd'hui, avec l'âge qu'ont les arbres et mes haies, eh bien déjà, je les valorise, dans le sens où je récolte des fruits, hein, notamment des pommiers, puisque même sur des arbres non greffés, on a des magnifiques pommes, des prunes à gogo, qu'on fait du BRF sur tout ce qui est taille, qu'on fait tout notre bois de chauffage avec les tailles de ces haies, voilà. Donc voilà, il y a déjà une valorisation qui est faite, mais à la hauteur de ce que sont les arbres aujourd'hui chez nous. Je sais que le secteur de la volaille, c'est un secteur où il y a de plus en plus de contraintes au niveau sanitaire. On pense notamment aux épisodes de grippe aviaire, etc. Et on a parfois l'impression qu'on se dirige vers quelque chose de plus en plus confiné ou avec des filets, des grillages partout. Est-ce que tu crois que l'arbre et le paysage qu'il crée, la complexité qu'il crée, est-ce qu'il est en tension justement avec cette pression de mettre des filets, de tout couvrir? Comment est-ce que tu arrives à voir l'évolution de cette tension-là? Alors évidemment qu'il y a une tension sanitaire, pour l'avoir bien vécu, puisque tu l'avais peut-être vu à l'époque. Donc nous, on a refusé, il y a 2 ans de ça, on a refusé d'enfermer nos animaux, et on l'a dit ouvertement, ce qui nous a fallu une mise en demeure. Donc, les services de l'État m'ont mis en demeure de fermer mes volailles. Ce que j'ai fait pendant 40 jours, c'est-à-dire que quand ils disaient enfermer les volailles, ils se sont bien rendus compte que dans des modèles comme les nôtres, les petites cabanes et autres, on pouvait pas enfermer les volailles, parce que les cabanes sont pas adaptées à ça, puisque nous, notre objectif, c'est pas de les mettre dans les cabanes, c'est de les sortir au maximum. Donc, ils nous ont toléré de pouvoir les sortir sur une petite surface, c'est-à-dire, en l'occurrence, un demi-mètre carré par volaille.
Donc c'est ce que nous, on a fait pendant 40 jours, à savoir qu'on a pris nos volailles, on a répondu à la mise en demeure, on s'est mis aux normes en disant, écoutez, ok, on va restreindre l'espace de volailles, mais on va par contre dénoncer ce qui s'y passe. Et on a fait une quarantaine de chroniques, qu'on peut encore voir sur YouTube, et qui racontent comment nous et comment nos volailles ont vécu cette restriction d'espace. Et ça a été assez tragique, parce que moi, sur un espace de 2000 mètres carrés habituel où il y a un bosquet et je ne sais pas combien d'arbres, quand on réduit à 200 mètres carrés près de la cabane, on se retrouvait avec 2 arbres à tout casser pour mes 500 volailles, ce qui est totalement ridicule. On a vu que les parcours se sont détruits en moins de temps qu'il faut produire. Donc en fait, on a quand même voulu montrer, on a fait ce qu'ils ont demandé, mais on a montré que les conséquences en fait néfastes et pour les volailles et pour l'environnement des volailles et pour nous éleveurs, que c'était pas adéquat. L'année suivante, il faut reconnaître que, si on regarde bien, on a été moins contrôlé, embêté, surveillé, parce qu'en fait, je pense qu'ils se rendent compte, et j'ai quelques sources un petit peu officielles qui m'en ont fait part, que nos élevages plein air ont quand même un certain nombre d'avantages par rapport à ces maladies-là pour la santé de nos animaux. En fait, l'aspect extérieur étant tellement important qu'on peut quand même se poser la question. Voilà. Donc, il y a pour moi la pression sur le plein air, en tout cas cette année, a diminué parce qu'ils se rendent compte que la pression principale de la grippe aviaire vient des modèles industriels. Le plein air n'est pas mort, à nous de continuer à montrer que nos animaux sont beaucoup plus sains dans ces situations-là, et en tout cas qu'on nous laisse travailler, puisque c'est notre façon de travailler, et que jusqu'à preuve du contraire, elle a montré suffisamment de côté vertueux par rapport à l'environnement et la santé, que c'est bien qu'on nous écoute. En tout cas, on nous écoute, on tient compte de nous, mais on reste malheureusement très minoritaire. Nicolas, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une idée de ce que ça veut dire, donc du coup d'implanter des arbres dans les parcours? Donc d'abord en termes de temps de travail de la plantation, est-ce que c'est un obstacle en soi? Et puis aussi un petit peu les différentes étapes de les protéger, de les tailler, etc. Alors là, l'arbre il prend un peu de temps au niveau de la conduite d'un parcours arboré. Il manque du temps surtout au départ pour planter. Après, nous, on a des techniques de plantation avec Arbre et Paysage qui sont un premier travail de sous-solage, puis un travail de cultivateur rotative. On met des paillages biodégradables. La mise en place est assez rapide et simple. Elle est mécanisée, donc c'est pas compliqué pour ce qui est du travail du sol. Ensuite, il y a la plantation. Il faut être honnête que nous, nos 6 km de haies, beaucoup ont été plantés avec des enfants, parce qu'en fait, on était ferme pédagogique, on recevait des scolaires, et tous les ans, on plantait avec des scolaires, puisque les gens venaient au fil des 4 saisons et leur montraient ce que c'était que de planter un arbre, quand ça poussait, qu'après, voilà. Donc nous, on a beaucoup planté avec des enfants. Mais après, pour moi, le travail de plantation, ça demande pas beaucoup de temps, ça se fait en hiver, à un moment qui est beaucoup plus creux, donc tout va bien. Pour ce qui est ensuite de la taille, alors effectivement, ça dépend quel est l'objectif. Comme certains disent, on pourrait ne rien tailler en fait. On pourrait très bien les laisser, vu qu'on est beaucoup sur du champêtre, on est d'accord qu'on n'est pas sur du verger et compagnie, on pourrait laisser les arbres grandir par eux-mêmes. Bon, moi j'ai voulu un petit peu tailler notamment les augets, histoire de peut-être plus tard valoriser ces arbres. Donc ça demande l'hiver pareil un travail que j'ai fait beaucoup avec notamment des stagiaires effectivement, parce que si on commence à mettre des heures de travail, ça peut coûter un peu d'argent. Mais une fois de plus, l'arbre étant mis comme moi comme un outil, au même titre qu'un tracteur qu'on entretient, à qui on fait des vidanges, il n'y a pas de raison que je vienne pas un petit peu m'occuper des arbres. Donc c'est un travail d'hiver. Nous, on ne travaille que l'hiver sur les arbres, parce que l'été, on est sur les moissons, tout ça, et puis il fait très chaud, même si la taille d'été peut être intéressante. Nous, on fait surtout une taille d'hiver. Donc c'est une époque où le rythme est quand même plus calme sur nos fermes, et donc on arrive à trouver le temps pour ça. Pour ce qui est de la protection, oui, il faut pas la négliger, et elle est différente selon les espaces. En parcours à volaille, moi j'utilise de l'Ursus sur 1,50 m, que je mets autour de l'arbre, je mets du BRF,
au milieu, ça fait une petite zone qui fait que la volaille n'atteint pas le BRF en début de croissance. Donc on peut mettre du BRF, c'est protégé par le grillage. Et puis la volaille ne vient pas jouer avec le tronc ou ne se met pas juste au pied et donc tasse moins. Donc c'est de l'Ursus. Après sur les moutons, on peut pas mettre de l'Ursus, il prendra la pluie dessus, donc on met plutôt des protections d'arbres classiques. Les cochons, on peut pas mettre les protections, on met pas les cochons en accès direct avec des jeunes arbres, donc on tire des lignes électrifiées pour éviter qu'ils aillent dedans, donc on a en cochon une plantation qui est très linéaire. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de... Donc chaque arbre dédié à chaque atelier a une protection qui va être différente, mais qui est importante, qui a effectivement un coût, souvent plus important que le plan d'ailleurs, mais qui est nécessaire si on veut à terme garder ces arbres. Et puis petit à petit, avec le temps, ces protections ne sont plus nécessaires. Là, aujourd'hui, je pourrais enlever les protections des arbres, des volailles quasiment partout, où je les laisse parce que, voilà, elles ne me gênent pas pour l'instant, mais je serai amené à les enlever. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Disons que pour moi, ça fait tellement partie de mon outil de travail qu'il est normal que j'intervienne, et j'interviens à des moments qui sont propices. En termes de financement, après toi tu as commencé il y a longtemps, donc il y avait peut-être moins de financement, mais peut-être que tu sais qu'aujourd'hui tu es peut-être au courant de projets qui le sont. Est-ce que c'est quelque chose qui est accompagné ou est-ce que c'est un investissement que l'éleveur doit faire de sa poche pour mettre en place ces systèmes arborés? Alors là c'est pareil, il y a tout possible. Moi j'ai beaucoup travaillé sur de la haie linéaire plantée, donc qui était très aidée. Quand je dis très aidée, c'est qu'il y a une aide. Nous, on a aussi la chance d'avoir une aide du département. On a une aide des chasseurs qui finance une partie du paillage biodégradable. Donc, ça va dépendre des départements ou des régions. Aujourd'hui, c'est depuis le début très aidé. Moi, j'ai été très aidé sur mes plantations. Après, quand j'ai voulu faire les bosquets dans les volailles, il n'y avait pas de ligne de subvention sur le bosquet. Donc, j'ai auto-financé le bosquet. Pour moi, c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait depuis le début que je suis installé, je veux dire. Et c'est certainement pas celui qui m'a coûté le plus cher, puisque j'ai planté des arbres à l'époque, voilà, c'était pas compliqué. Donc voilà, il y a encore des aides aujourd'hui. Une fois de plus, les départements sont pas tous égaux, puisque nous on a la chance d'être dans un département qui a toujours été très à nous aider. Donc voilà, donc pour moi c'est un petit investissement annuel, mais qui est tellement aidé qu'il est tout à fait supportable. Et une fois de plus, on doit penser à plus tard, et c'est vite rentabilisé, quoi. Eh bien écoute Nicolas, merci beaucoup pour cet entretien et toutes ces informations. J'encourage vraiment nos auditeurs à aller regarder votre site internet qu'on va référencer dans la description, parce qu'on y trouve plein de ressources et c'est vraiment très utile de pouvoir mettre des images sur ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, et il y a aussi des plans des systèmes, enfin c'est extrêmement complet. Et merci encore pour ton temps aujourd'hui. Avec plaisir, j'aime toujours parler de l'arbre et pour moi c'est un tel partenaire quotidien que c'est essentiel. Merci. Cet épisode de Cambium est déjà terminé, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet agroforestery.fr et sur nos réseaux sociaux. Ce podcast vous a plu? N'hésitez pas à liker et commenter cet épisode et à le partager à vos proches. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer la suite de notre aventure. À bientôt!